Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Créneau Idéal. Aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder une thématique qui n'est pas très inconnue du grand public. En tout cas, vous aurez l'occasion d'en découvrir un peu plus sur cette thématique grâce à notre invité d'aujourd'hui. Notre invité d'aujourd'hui qui est Dr Nancy Kpegba, qui est docteur en finance et contrôle de gestion. Elle est spécialiste de l'intrapreneuriat. Vous entendez parler souvent de l'entrepreneuriat, mais il y a justement également l'intrapreneuriat. De quoi s'agit-il? Elle nous en parlera. Docteur Nancy Kpegba, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Parfait. Merci déjà pour votre disponibilité. La première question, dites-nous, l'intrapreneuriat, de quoi s'agit-il? L'intrapreneuriat est déjà une notion voisine à l'entrepreneuriat. On peut dire que l'intrapreneuriat est la fille de l'entrepreneuriat. Donc déjà, il faut avoir déjà une similitude en ces deux concepts-là. Toutefois, il y a une légère différence qui distingue l'intrapreneuriat et de l'entrepreneuriat. Et en même temps, il faut associer à ces concepts-là les acteurs. Donc l'entrepreneur et l'intrapreneur. Pour mieux vous élucider, oui. L'intrapreneur, la grande différence entre l'intrapreneur et l'entrepreneur, c'est ça qui vous pourra permettre à l'audience de comprendre la grande différence entre l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. L'intrapreneur, lui, c'est un employé de l'entreprise qui travaille au sein de l'organisation, mais qui entreprend pour le compte de l'organisation. Donc, lui n'est pas propriétaire de l'organisation, mais il innove, il crée pour le compte de l'entreprise. Par contre, voilà, et donc pour pouvoir quand même illustrer bien évidemment ce que vous dites, docteur Nancy Kpegba, c'est-à-dire que, par exemple, l'entreprise Matin Libre, donc il y a un employé, par exemple, moi par exemple, et j'innove, je crée des choses pour le compte de l'entreprise, c'est bien ça? Pour être plus explicite, oui. Le propriétaire de l'entreprise, c'est lui qui a le titre d'entrepreneur. Très bien. Dès que tu es propriétaire d'une entreprise, tu es un entrepreneur. Mais l'intrapreneur, lui, il n'a pas le titre de propriétaire de l'entreprise. C'est un employé qui travaille, donc un salarié de l'entreprise, mais qui innove pour le compte de l'entreprise. Donc, quand je prends le cas de Matin Libre, le directeur général de Matin Libre, s'il est le propriétaire directeur général, donc PDG de Matin Libre, il est l'entrepreneur de Matin Libre. Mais par contre, vous, en tant que journaliste, je suppose que l'idée de cette émission est venue de vous-même et d'un certain nombre de collaborateurs. Donc, le fait que l'idée soit venue de vous et d'un certain nombre de collaborateurs fait de vous des intrapreneurs parce que vous travaillez au sein de l'entreprise, vous êtes payé par les dirigeants de l'entreprise, mais vous apportez des idées novatrices pour pouvoir faire face à la concurrence, puisque vous savez que le monde des médias, ce qui intéresse le plus, ce sont les émissions les plus intéressantes. Donc, vous avez innové, par exemple, sur Matin Libre par rapport à cette émission. C'est un projet intrapreneurial et qui a commis le jour et qui a été soutenu par les dirigeants de l'organisation. Donc, vous êtes un intrapreneur et tous ceux qui travaillent avec vous dans le cadre de la réalisation et de la réussite de cette émission et qui ne sont que des employés de l'entreprise sont appelés des intrapreneurs. Et vous constituez une équipe intrapreneuriale. Et puisque vous êtes le journaliste, je suppose que c'est votre émission à vous, on peut vous identifier comme le chef de l'équipe intrapreneuriale. Très bien. Voilà qui est bien clair, chers internautes, chers téléspectateurs. Mais quelle est la différence alors entre l'intrapreneur et l'employé? C'est presque la même chose alors. Non, on peut être employé d'une entreprise sans être intrapreneur. Tant que vous n'êtes pas dans des idées de... Et c'est d'abord l'entreprise qui fait naître l'intrapreneuriat. C'est le mot, j'en venais déjà, c'est la culture organisationnelle, le mot d'organisation du travail au niveau de l'organisation. Parce que quand on va parler, je préfère même utiliser les termes comme entité. Parce que quand on parle d'entité, l'intrapreneur naît dans toutes sortes d'entités, qu'elles soient publiques, privées, à but lucratif ou non lucratif. Donc dans les ONG, les organisations non gouvernementales, les coopératives et tout, on a des intrapreneurs partout.
tout où besoin y est. Donc, un employé de l'organisation n'est pas nécessairement un intrapreneur. Un intrapreneur est un employé de l'organisation qui s'investit dans la créativité, dans l'innovation. Et quand on parle de créativité, il peut s'agir de créativité en termes de produits. Quand il s'agit des entreprises, par exemple, agroalimentaires qui proposent régulièrement des produits sur le marché, on va parler d'intrapreneuriat, d'innovation en termes de produits, parce que de nouveaux produits, jus de fruits sur le marché pour concurrencer. Et il y a également l'innovation en termes de procédés. L'innovation en termes de procédés, par exemple, pour faciliter l'accès aux services des clients, donc donner une tâche légère à la clientèle afin d'avoir accès aux services de l'entreprise. Là, on peut parler d'intrapreneuriat en termes de procédés. Intrapreneuriat également en termes de services. Parce qu'il y a des entreprises qui fournissent des services. Dans le cas de ces entreprises, les différents services que nous fournissons, la façon de mettre à l'aise toujours la clientèle, parce que l'intrapreneuriat naît dans le sens de concurrencer le marché. Ouais. C'est dans ce sens qu'on a des intrapreneurs. Parce que les intrapreneurs sont dans les organisations pour faire face à la concurrence du marché. Innover, apporter une nouvelle plus-value pour la créativité, pour distinguer l'entreprise sur le marché et augmenter une part de marché d'une manière ou d'une autre pour l'entreprise. Donc, un employé dans le système bureaucratique n'est pas un intrapreneur. C'est pourquoi toutes les entreprises ne sont pas dans cette idée d'intrapreneuriat. On retrouve plus les intrapreneurs dans les petites et moyennes entreprises et les PMI. Très bien. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Nancy Kpegba. Déjà, pourquoi quand même cette problématique ou ce concept n'est pas très développé ou très connu sous nos cieux? On parle beaucoup plus de l'entrepreneur que de l'intrapreneur. En réalité, c'est le thème intrapreneuriat, le concept qui n'est pas connu en lui-même, mais l'intrapreneuriat existe déjà au Bénin. Ça existe, puisque vous-même vous faites de l'intrapreneuriat. Je vous ai donné le propre. On le fait sans le savoir. Sans le savoir. Donc l'intrapreneuriat existe déjà, mais ce n'est pas tellement développé compte tenu du système bureaucratique dans lequel les entreprises béninoises sont figées. Donc, c'est ça et surtout au niveau des grandes entreprises, l'intrapreneuriat peine à émerger à cause des procédures lourdes qui existent déjà et qui ne permettent pas aux employés d'innover, d'aller vers l'innovation, vers la créativité. Mais par contre, au niveau de certaines structures, au niveau des entreprises industrielles, telles que les entreprises de production de jus de fruits, les entreprises de production des produits informatiques qui proposent des produits informatiques, des solutions informatiques. À ces niveaux-là, on a des intrapreneurs, plein d'intrapreneurs. On fait de l'intrapreneuriat sans savoir qu'on le fait. Donc, moi, j'ai fait mon étude sur les PME et PMI béninoises. Donc, j'ai été à ces niveaux-là. Avant d'avoir accès à ces entreprises, j'ai d'abord été au Startup Valley UAC. J'ai discuté avec les entrepreneurs en incubation, comment on les incube, comment ils sont formés et tout. Et de là, j'ai eu les contacts également des entrepreneurs qui sont nés de cette start-up-là, qui ont créé des entreprises. C'est là que j'ai compris effectivement que le concept de l'intrapreneuriat existe réellement au Bénin, mais ce n'est pas compris des dirigeants. La chose à faire maintenant, actuellement au Bénin, c'est d'encourager les dirigeants au niveau des organisations à aller vers ce concept pour mieux le développer. Parce que d'abord, quand tu n'as pas la connaissance de ce que tu fais, tu ne peux pas mieux le faire. Et donc, c'est l'une des motivations qui fait que vous vous spécialisez de plus en plus. Bien sûr, bien sûr. Il y a également le marché concurrentiel auquel font face les organisations, les entreprises. Donc, pour faire face à la concurrence sur le marché, il faut perpétuellement innover. Donc, ce besoin des organisations également en Afrique, parce que l'Afrique est encore un terrain très vierge par rapport à d'autres pays et sur d'autres cieux. Donc,
on a beaucoup d'entrepreneurs au Bénin. Et si on a beaucoup d'entrepreneurs, implicitement, on a beaucoup d'intrapreneurs. Donc, c'est pourquoi j'ai été également sur le sujet. Voilà. Et déjà, vous pouvez nous rappeler votre thématique, la thématique que vous avez développée dans votre thèse. Bon, donc, pour proprement dire, mon thème était explicitement artisans organisationnels et émergence de l'intrapreneuriat au sein des PME innovantes au Bénin. Voilà. Et quelle est la plus-value? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau concrètement? Est-ce que d'autres ont fait peut-être des études sur des thématiques pareilles avant, ou qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Concernant la thématique proprement dite, au Bénin, je suis la première à travailler sur l'intrapreneuriat dans ce contexte. Il y a une doctoresse qui a travaillé, mais elle n'a pas travaillé sur les PME. Elle a travaillé par contre sur le volet marketing du concept. Mais moi, j'ai travaillé sur les mécanismes à mettre en place par les dirigeants pour inciter les employés au sein des entités à aller vers l'intrapreneuriat, c'est-à-dire aller vers la créativité et l'innovation. Et l'une des raisons également, pour revenir sur l'une des raisons qui m'a amené à pouvoir faire des recherches par rapport à cette thématique, c'est déjà le fait qu'il y a la fuite des talents dans les organisations. Vous allez comprendre qu'après 5 ans de travail, certains employés se sentent déjà frustrés. Et ils ne connaissent pas exactement la routine. En fait, toujours la même chose tout le temps. Et le fait qu'ils ne soient pas valorisés les amène à quitter une organisation pour une autre. Donc, la fuite d'un talent au niveau de votre organisation, d'une façon ou d'une autre, vous regresse parce que vous êtes obligé d'aller rechercher d'autres talents. Donc, cette politique d'intrapreneuriat permet aux organisations le maintien des talents et leur encouragement. Donc, moi, j'ai travaillé d'abord sur les modes d'organisation du travail, le mode d'organisation du travail à mettre en place pour que les intrapreneurs se sentent à l'aise, les employés se sentent à l'aise pour aller vers l'innovation et la créativité. La culture organisationnelle à mettre en place par les dirigeants, parce que c'est le dirigeant qui engendre l'intrapreneur. Parce que tu peux avoir des idées novatrices et ne pas pouvoir extérioriser ces idées, étant donné que la direction générale ne vous permet pas, ne vous donne pas son consentement et ne vous accompagne pas. Donc, nous avons, dans notre thèse, mis en place, identifié les variables pouvant permettre d'encourager à travers le mode d'organisation du travail, la culture organisationnelle, la politique de gestion des ressources humaines. Et par rapport à la politique de gestion des ressources humaines, nous avons spécifié la politique de gestion des ressources humaines intrapreneuriale et individualisante. Et donc, là, c'est la direction des ressources humaines qui s'en occupe? Oui, quand on parle de politique des ressources humaines, d'abord on pense à la direction des ressources humaines, mais pas elle seule. Le manager lui-même doit s'impliquer dans cette politique de ressources humaines parce qu'après tout, l'entreprise lui appartient. Exactement. Donc, par rapport à la politique de gestion des ressources humaines individualisantes, on encourage l'employé à aller vers la créativité. Et pour les réussites de projets intrapreneuriaux, ceux qui ont réussi ces projets-là peuvent être primés. On a des primes d'ordre financières, des primes financières, et pas nécessairement des primes financières, des encouragements, des trophées, des présentations publiques, tout ça là. Par exemple, on peut dire le meilleur employé de l'année. Le meilleur employé de l'année, tu as un parking, tu as au niveau du parking une place spécialement réservée pour toi. Ce sont des genres d'incitations qui ne sont pas forcément des incitations financières, mais qui motivent les employés à aller vers la créativité et l'innovation. Donc, la politique de gestion des ressources humaines individualisantes et intrapreneuriales s'attelle à ce niveau. Par rapport au mode d'organisation du travail, il faut décentraliser le pouvoir. Il faut déléguer le pouvoir. Il faut déléguer le pouvoir. Mais il y a des gens qui veulent avoir leurs yeux partout. Ils ne veulent pas parce qu'ils font pas confiance peut-être à l'intrapreneur ou ils ne font pas confiance à l'employé. Justement, et l'intrapreneuriat amène les dirigeants d'entreprise à donner plus confiance
aux employés au niveau des organisations. Cela ne veut pas dire que l'intrapreneuriat exclut le contrôle, puisque j'ai introduit la variable contrôle de gestion qui est un artisan organisationnel. Quand je dis artisan organisationnel, c'est-à-dire un stimulant organisationnel pouvant encourager l'intrapreneuriat au sein des PME innovantes au Bénin. Ça veut dire que l'intrapreneuriat, ce n'est pas le fait que le dirigeant soit hors contrôle de l'organisation, mais il délègue un degré d'autonomie aux employés de l'organisation afin de pouvoir diriger les projets. Donc, par rapport au contrôle de gestion que j'ai énoncé, c'est-à-dire qu'ensemble, vous fixez des objectifs par rapport au projet, vous définissez les échéances et vous attendez les résultats pour pouvoir évaluer. Mais même en cours d'exercice, vous pouvez déjà corriger les imperfections que vous constatez au cours de la réalisation du projet. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas perdu votre contrôle, mais ça vous permet de développer d'autres idées également pour votre organisation. Très bien. En tout cas, ce sont des conseils, bien évidemment, pour tous ceux-là qui sont les dirigeants, les leaders, les managers. C'est important parce qu'il y a quelque chose également d'important qu'a souligné quand même notre invité. C'est bien justement cette motivation-là. Parfois, les entreprises ne prospèrent pas parce que les employés ne sont pas motivés. Exactement. Ou le stress est la chose la mieux partagée. Et c'est pourquoi on demande l'empathie du dirigeant par rapport aux employés. Il paraît que quand on est très empathique, il paraît que, bon, voilà, il y a une légèreté. L'intrapreneuriat, par contre, n'encourage pas le laisser aller à tout azimut, ni le laisser faire à tout azimut. C'est toute une organisation. C'est pourquoi une équipe, quand tu es un employé de l'entreprise tu as une idée, tu peux ne pas être chef de l'équipe entrepreneuriale, puisque tu peux avoir l'idée sans forcément avoir les capacités nécessaires pour la réalisation de cette idée. Déjà que tu as l'idée, tu proposes l'idée à ton supérieur hiérarchique qui ramène ça vers la direction générale. Si on trouve que l'idée est opportune pour la prospérité de l'entreprise, on met en place une équipe intrapreneuriale, on vous accompagne en termes de formation, on vous accompagne en termes de ressources financières pour la réalisation du projet. Donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'employeur a toujours l'œil sur la réalisation des projets intrapreneuriaux. Il n'y a pas de laisser aller. C'est toute une organisation. Voilà. Et en ce qui concerne votre thèse, les recherches ont duré combien de temps? Quelles étaient les difficultés surtout? Parce que là, ça c'est les PME, les PMI. Quelles étaient véritablement, donc, combien d'années d'abord? Et puis les difficultés? Une thèse de doctorat dans les conditions normales de température et de pression doit faire 3 ans. Et j'ai fait les 3 ans réglo. Je suis restée dans les 3 ans et si c'est pour la difficulté, on en a connu. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puisque une thèse, comme on le dit, les grands chercheurs le disent, c'est une épouse jalouse. Ah bon? Ah oui, quand tu fais une thèse de doctorat, c'est un niveau de concentration qui t'amène à un certain moment à t'éloigner du grand monde. Tu es obligé de te concentrer, beaucoup lire. Tu dois beaucoup lire. Et les recherches sur le terrain aussi, c'est une autre chose parce que rencontrer, et c'est ce qui rendait la situation un peu plus difficile, c'était la période du Covid-19. Ah d'accord. Donc, il n'y avait pas d'accès. C'était pas facile de rencontrer en tête à tête les dirigeants, mais quand même, j'ai eu d'abord l'occasion de faire des entretiens semi-directifs avec 15 dirigeants de PME et j'ai pu avoir leur retour, j'ai noté. Et après ça, par rapport à l'échantillon, parce que moi, j'ai travaillé, ma recherche est mixte, quoi. Très bien. Donc, j'ai d'abord fait une étude qualitative et c'est les résultats de l'étude qualitative qui m'ont permis de mettre en place mon questionnaire de recherche pour passer à la phase quantitative. Donc, ma phase qualitative a considéré 15 dirigeants de PME. Et donc, j'ai discuté avec ces dirigeants ainsi que des employés. C'est tout un mélange dans les 15. Les employés intrapreneurs et les dirigeants encourageant l'intrapreneuriat au sein de leurs organisations. Après ça,
je suis passée à la phase quantitative et j'ai eu à sélectionner 100 PME au niveau de la Brevit, Agence béninoise de valorisation de l'innovation et de la technologie. 100 ans, donc ça a été déjà fermé, ça a été changé, mais c'est toujours dans le même concept. Donc j'ai identifié 100 PME dans leur liste, 100 PME et PMI confondus. Et comme la COVID-19, le contexte de la COVID-19 était en instance là, donc j'ai dû faire un Google Form. Donc le Google Form a permis d'envoyer le questionnaire par mail, mais cela ne suffisait pas parce que si c'est envoyer un Google Form à un dirigeant, il n'a pas le temps de toujours, il faut toujours être derrière eux, les appeler, les encourager. Et je me rappelle très bien que d'autres, puisqu'il s'agit des PME, vous savez que le capital, ce n'est pas des gens qui ont de grands capitaux forcément. Donc parfois, ils te demandaient, Madame, vous devez me payer les unités pour pouvoir... Tu es obligé de faire tout ça. C'est de l'investissement. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y avait ça, il y avait le stress du retour. Il faut être tout le temps derrière eux avant un retour après une semaine, 2 semaines, 1 mois. Bon, je suppose que mes relations interpersonnelles, ma cordialité au téléphone également a permis aux dirigeants, aux employés de pouvoir me faire des retours plus ou moins rapide. Très bien. Voilà. Et puis, on en est là aujourd'hui avec justement les résultats de vos recherches. Quelles sont les qualités qu'on devrait ou qu'on doit retrouver chez un intrapreneur? Un intrapreneur doit avoir l'esprit de créativité, le goût du risque, l'esprit d'équipe, de collaboration. Il doit accepter l'échec. Parce que, il doit accepter l'échec. Oui, il doit accepter l'échec. Un projet intrapreneurial n'est pas dit de réussite du coup. C'est après plusieurs échecs que d'autres projets connaissent le jour. C'est quand le projet connaît le jour que le grand public est au courant. Mais en fait, quand vous êtes dans les couloirs du projet, beaucoup d'échecs sont connus, mais gérés à l'interne. Donc, l'intrapreneur doit accepter l'échec, doit accepter les différences parce que au cours d'un projet intrapreneurial, il y a des différences, chacun apporte son idée et tout. Donc, on doit accepter les différences et l'intrapreneur doit accepter le consensus. Parfait. Et il est important, vous avez tout de même abordé 2 pans très importants. Le goût du risque, parce que il y a certains qui ne veulent pas risquer, mais ils veulent avoir des résultats. Bien sûr. Voilà, il y a également l'échec, parce que quand vous écoutez même les grands hommes d'affaires, un certain nombre de personnes qui sont des leaders incontestés, aujourd'hui, quand ils vous racontent leurs histoires, quand ils vous parlent de leur vie, vous comprenez que ces personnes-là ont connu beaucoup d'échecs avant de réussir. Bien sûr. Et même quand je vous dis que j'ai fait les 3 ans, d'accord, je suis restée dans le délai, mais les couloirs de la thèse, il y a beaucoup d'échecs. Quand on vous dit non, c'est pas bon, allez reprendre tout un document, c'est pas évident. Déjà, même le choix du thème, la validation du thème, c'est des échecs sur des échecs qui finissent par aboutir à la validation de ton thème, tout simplement. Très bien, voilà. L'intrapreneuriat, quel avantage cela a pour l'entrepreneur? L'intrapreneuriat, l'avantage que ça a pour l'entrepreneur, c'est que ça lui permet de faire face à la concurrence perpétuelle sur le marché. Parce que l'entrepreneur est là pour se créer de la richesse. Et pour se créer de la richesse, il faut avoir une position de leader sur le marché. Et quand tu n'es pas dans l'innovation perpétuelle et dans la créativité, tu ne peux pas faire face à la concurrence sur le marché. Donc, l'intrapreneuriat est dans cet esprit d'encourager, d'accompagner les entrepreneurs à faire face à la rude concurrence sur le marché. Est-ce que tout le monde peut être intrapreneur? Il faut avoir l'esprit intrapreneurial. Bon, vous savez, on ne peut pas dire que tout le monde peut avoir l'esprit intrapreneurial. C'est vrai que a priori, on pourrait le dire, mais il y a certaines personnes de nature qui ne sont pas collaboratifs, qui ne savent pas travailler en groupe, qui sont vraiment dans leur coin. Ils ont un problème de sociabilité. De sociabilité et tout. Donc, à cause de ça, ils ne peuvent pas être du coup intrapreneurs, mais ils peuvent le devenir parce que c'est une question de formation. Donc, si on les forme à aller vers l'intrapreneuriat, c'est pourquoi les dirigeants d'entreprise doivent faire appel à des experts comme nous parce qu'il y a des modules de formation pour accompagner
les employés vers la créativité et l'innovation. Personne ne naît intrapreneur forcément, on le devient. On le devient de la même façon qu'on ne naît pas entrepreneur forcément, on le devient, c'est des aptitudes. Très bien. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre Par rapport, par l'intrapreneur? les erreurs sont autorisées en intrapreneuriat. Sérieusement? Les erreurs sont autorisées en intrapreneuriat. Il n'y a aucun projet où il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce qu'on a déjà, même, il y a toujours, si les erreurs ne sont pas autorisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas intrapreneuriat. Un entrepreneur est autorisé à faire des erreurs et un intrapreneur est autorisé à faire des erreurs. C'est vrai qu'il y a des niveaux d'échec qu'il faut éviter, mais parler d'intrapreneuriat sans erreur, c'est boycotter le concept. Très bien. Donc, il y a des marges d'erreur. Vous pouvez, peut-être que vous avez échoué hier et vous nous suivez aujourd'hui. Ah oui, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas incapable, pas du tout. Et donc, vous pouvez encore faire des erreurs. Peut-être reprendre encore faire des erreurs. C'est des erreurs que naissent les génies, hein, puisque c'est plusieurs erreurs qui finissent par donner un produit exceptionnel. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Nancy Kpegba. Si vous devez encourager quelqu'un à donc faire preuve de créativité, aller donc à l'entrepreneuriat, que diriez-vous? À l'entrepreneuriat ou à l'intrapreneuriat? À l'intrapreneuriat. À l'intrapreneuriat. L'ouverture d'esprit, j'encourage d'abord les dirigeants d'entreprise, parce qu'il faut souligner que c'est le dirigeant d'entreprise qui favorise ce climat-là. Très bien. Donc, je demande aux dirigeants d'entreprise de favoriser le climat pour permettre aux employés d'aller vers l'intrapreneuriat, l'innovation et la créativité. Et je demande l'ouverture d'esprit au niveau des employés. Que le dirigeant installe la confiance entre l'employé et lui et que l'employé ait l'aimabilité d'être ouvert d'esprit pour pouvoir partager ses nouvelles idées. Mais quand vous avez par exemple affaire à un dirigeant qui dit très clairement que la seule intelligence qui vaille, c'est son intelligence. Justement, il n'est pas, en réalité, un tel dirigeant n'est pas un bon dirigeant. Parce que quelqu'un qui veut vraiment que son entreprise évolue et qu'il souhaite la pérennité de son entreprise ne peut pas rester sur sa seule intelligence. Je suis désolée. Aucune entreprise ne peut fonctionner avec l'intelligence d'une seule personne. Même ma thèse de doctorat, c'est avec le concours de plusieurs chercheurs. Je ne suis pas restée seule à rédiger la thèse. C'est avec des discussions et des débats. Donc, c'est comme ça une entreprise fonctionne. De la même manière où vous êtes ici, ce n'est pas le PDG seul qui a eu toutes ces idées créatives d'émission. C'est venu de vous, de part et d'autre. Donc, de la même manière, un dirigeant qui dit que toutes les idées novatrices viendront de lui, celui-là est tout à fait voué à l'échec, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup à vous, docteur Nancy Kpegba. En tout cas, ce ne sont que nos premières discussions sur le sujet. Donc, nous aurons d'autres thématiques à aborder également avec vous. Il faut quand même rappeler, peut-être qu'il peut arriver que ce matin, Libre Télévision, nous recevons une autre qui ressemble à docteur Kpegba. N'oubliez pas, docteur Nancy Kpegba est bien jumelle. Oui, bien sûr. Je réponds au nom de Nancy Alia Kpegba. Je suis docteur en finance et contrôle de gestion, spécialiste en intrapreneuriat. Je me dis spécialiste en intrapreneuriat parce que ma thèse a porté sur ce concept-là et donc c'est pourquoi je suis spécialiste en intrapreneuriat. Mais j'ai également ma soeur jumelle, elle est presque identique, à quelques différences près, mais je ne suis pas sûre que les téléspectateurs pourront nous distinguer, mais elle ne viendra pas dans la même tenue de toute façon. Donc, docteur Cindy Alia Kpegba est également docteur en finance et contrôle de gestion. Nous sommes toutes deux issues de l'université d'Abom et Calavi. Et donc, elle est spécialiste en commissariat au compte, autrement dit en audit légal. Ah, d'accord. Donc, elle est spécialiste en commissariat au compte. Bien surtout pour ces organisations qui n'ont pas de commissariat au compte. Ah, ce n'est pas bon. Hein? Voilà, c'est une obligation. Bien sûr, c'est une obligation pour des entreprises d'une certaine catégorie. Ce n'est pas pour toutes les entreprises. Voilà. En tout cas, nous
allons la recevoir hein, bien sûr, pour en parler plus amplement. Merci beaucoup, merci. docteur. Donc, je passe par ce canal également pour remercier toutes les autorités de l'Université d'Abomey-Calavi, grâce à qui également nous avons pu atteindre ce niveau. Je les remercie, enseignants, chercheurs, recteurs, employés, tout associés à cette université. Je remercie également le président Patrice Talon, parce que si aujourd'hui Cindy Aliakegba, docteur en finance et contrôle de gestion, et moi-même Nancy Aliakegba, docteur en finance et contrôle de gestion, nous avons pu faire cette étude de 3 ans. Il faut l'avouer que nous avons bénéficié du programme d'action du gouvernement qui avait sélectionné en 2019, je pense bien, les étudiants excellents dans ces domaines-là. Donc, nous étions les 2 juste au Bénin à être sélectionnés pour le domaine sciences de gestion. Et c'est l'État qui a financé entièrement nos études. Donc, je remercie également le ministre de l'Enseignement supérieur. En son temps, c'était le professeur Marie-Odile Atanasso. Et donc, c'est en son temps qu'on a pu obtenir de façon équitable et méritée, parce que nous étions les majors de notre promotion. Avec de très bonnes moyennes, d'excellentes moyennes qui n'avaient même pas été obtenues précédemment à l'école doctorale des sciences économiques et de gestion de Brigamais. Donc nous avons pu avoir accès à cette bourse d'excellence également qui nous a permis de faire cette thèse de doctorat. Et je remercie également les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur qui a à pied d'œuvre avec ses collaborateurs. Je veux nommer le professeur Éléonore Ladécan-Yahi qui est à pied d'œuvre avec le ministre de la fonction publique pour qu'un concours soit lancé pour le recrutement des jeunes docteurs assistants à l'université. J'approuve et j'encourage l'initiative, puisque nous sommes également, ma soeur et moi, actuellement d'ailleurs les plus jeunes candidates du concours sur la liste des préposés au concours. Donc, je souhaite que le concours ait lieu et qu'on nous donne notre chance également. Très bien. En tout cas, vous êtes de réelles têtes pensantes, têtes bien faites. Nos bons voeux vous accompagnent, bien évidemment. Et donc, merci pour toutes ces informations. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Mesdames et messieurs, c'est fini pour Créneau Idéal de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Et nous allons nous retrouver très incessamment pour une autre thématique à aborder avec un autre invité. Merci et à bientôt sur Matin Libre Télévision. Merci.